Chef, vous faisiez allusion à la création de la Madrasa Tahdiriya, l'école préparatoire zaytounienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et aussi, une deuxième question vient à notre esprit. Est-ce que ça signifie que vous êtes passé du stade d'étudiant à enseignant avec la création de cette école préparatoire zaytounienne? Oui, il faut, bien que je n'aime pas du tout parler de moi-même, mais bon, là, il faut dire les choses pour que ça puisse être compréhensible. J'ai parlé tout à l'heure du passage au tahsil. Quand j'ai eu mon bac, j'étais au milieu de tahsil, donc je l'ai vite terminé au bout de 2 ans, et puis je passais à l'étape supérieure, mais avec l'option de jurisprudence, faire usul, les règles de jurisprudence. Et donc, je me suis vu dans cette perspective de prendre, sans aucune prétention, la relève de la dernière génération des jurisconsultes zaytouniens, de la classe de ceux qui s'apparentent à l'école des objectifs, le maqasid. Ce qui m'a poussé à prendre cette orientation, que ce n'était pas le vœu de mon père, rahimahullah, qui était plutôt un fan de la langue arabe, qui voulait que donc je poursuive le plus profondément possible dans ce sens. J'étais convaincu par cette voie parce que j'avais à répondre au cours de ma vie estudiantine à des réponses de jurisprudence plus qu'autre chose. D'ailleurs, j'ai eu, à partir de 83, j'ai eu un grand malaise avec la notion de l'imitation, à taqlid. Depuis que j'ai trouvé que dans la littérature malikite avancée, notamment c'est ce que j'ai trouvé chez Khattab Rouhaïni, rahimahullah, dans Sharh Mukhtasar Khalil, il y a un rapport succinct, en quelques lignes, de toute une polémique à propos de taqlid. Ce qui résulte de cette polémique, c'est que le taqlid, c'est-à-dire l'imitation, ce n'est qu'une autorisation. Et une autorisation qui trouve sa justification seulement en l'absence de possibilité de ijtihad. Et en plus, ce qui est encore plus grave, l'imitation de quelqu'un qui est mort est, selon certains, interdite même lorsqu'il existe un mujtahid vivant. C'est ce qui m'a donné un peu le frisson, parce que nous étions tous plus ou moins impliqués dans ça. Bien que ce n'est pas la ligne prépondérante dans les malikites, je le précise bien. Mais là, il y a un avis qui est un avis très fort. Et les polémiques, ce n'était pas parmi les moindres, parmi les plus grands. Hein. On trouve les grands noms comme Kharafi, par exemple. Et donc, ça m'a poussé à prendre mes responsabilités, parce que je trouvais que je pouvais le faire. J'avais suffisamment de bagages, surtout de bagages de logique et de sciences de la langue arabe, et j'avais une certaine connaissance de la langue arabe. Et quand je dis la langue arabe, c'est surtout la compréhension de la syntaxe classique, chose qui échappe à la plupart des contemporains et qui sont surtout induits en erreur par la nouvelle syntaxe, la nouvelle construction de phrases. La phrase arabe moderne n'a rien à voir avec la phrase arabe classique, coranique. Donc, j'y m'y trouve beaucoup, et bien que j'avais déjà arrêté de faire de la poésie depuis longtemps, mais mon sens de cette langue et de ces textes classiques m'avait protégé contre les compréhensions qui peuvent suggérer des dérives. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand on voit
ce qui se passe au niveau de certains qui font des incursions sur les textes et qui essayent d'en déduire quelque chose. Les dérives proviennent particulièrement de leur faiblesse en matière de compréhension de la phrase arabe classique. Ils peuvent facilement être induits en erreur. Bref, tout cela m'a imposé cette ligne parce que j'ai vu réellement un wajib shara'i, c'est-à-dire un devoir légal, et celui qui m'a encouragé réellement d'une façon décisive, c'est Cheikh Boussama, rahimahullah. Bien que il venait rarement à mon aide parce que je le voyais, je le voyais pas souvent, mais lorsque j'ai l'occasion de le rencontrer pendant une demi-heure, ça remplaçait toute une semaine de travail, c'est-à-dire il me donne des directives avec lesquelles je vais droit au but. Et là, donc, je peux dire que au bout de ces années où j'ai fait ce qu'on appelait dans la Zaytouna l'étape de l'Alimiyya ou alors l'Hakimiyya aussi, parce que lorsqu'il s'agit de fiqh, et quand on a tendance à utiliser ça dans la formation des juges, ils ont appelé ça aussi l'Hakimiyya. Mais je préfère l'appeler le cycle supérieur, c'est le 4e cycle d'études. Et c'est là où on apprend réellement le sens de la jurisprudence, l'essence, la quintessence de la jurisprudence. Et par là, on peut revenir au texte armé des outils qu'il faut. Et lorsque j'ai fini ça, et je me suis trouvé donc en position de production, pouvoir produire, réellement, j'étais stoppé par une peur que je puisse être entraîné avec mon âge très jeune. Je n'avais que 25 ans, 26 ans, 25-26 ans. Et avec l'âge jeune, on peut être facilement entraîné dans une dérive. Alors, j'ai fait une sorte de serment avec tous ceux qui étaient en contact avec moi, les grands, les cheikhs, que je ne ferai jamais de la fatwa avant de pratiquer l'enseignement. Parce qu'ils disent bien que l'enseignement, c'est zakatul ilm. C'est-à-dire, je dois d'abord faire zakatul ilm à tous les niveaux que je puisse accéder. Et après une expérience où je pourrais faire des travaux de recherche, et avec l'âge de maturité, ils m'ont fixé l'âge de 40 ans. Ils m'ont dit, voilà, vous avez l'aptitude, mais entre l'aptitude et la pratique, il faut y avoir une maturité. Et la maturité, c'est au moins l'âge de 40 ans. Donc, j'avais devant moi un long travail d'au moins 15 ans, mais moi, j'ai préféré que ça se prolonge pendant une vingtaine, 25 ans même. Et je n'ai commencé réellement à produire au niveau de la jurisprudence qu'il y a très peu de temps. C'est-à-dire lorsque j'étais obligé réellement de le faire. Tant que je n'étais pas obligé, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est ça, donc, si ça pourrait être une réponse à votre question, et en même temps, donc, une justification du passage, une justification personnelle du passage à cette nouvelle étape, c'est-à-dire la fondation de cette école préparatoire. Bien sûr, il y a d'autres causes qui sont objectives, mais les causes objectives n'étaient pas à elles seules suffisantes s'il n'y avait pas cette cause personnelle. Sinon, j'aurais toujours ajourné ce projet jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui le chapeaute.